Est-ce qu'on en fait trop autour du groupe The Do? C'est le débat qui oppose Grégoire Le Ménager du Nouvel Observateur et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Ah oui, il me semble que là, on est déjà. Le nouvel album de The Do, le 3e, est sorti il y a quelques jours et on frise déjà l'overdose médiatique autour de ce groupe, considéré par. Qui a fait la une des Arocs, considéré par Libé comme le duo le plus inventif et le plus courageux. Courageux, on ne sait pas où est le courage de sortir un disque aujourd'hui. Enfin, si, un petit peu quand même. Vous-même avez fait une grande interview dans le Nouvel Obs. Enfin, c'est devenu. Oui, très, très drôle. J'ai l'impression d'être seul au monde à avoir des réserves sur ce groupe, dont l'un des deux membres, Dan Levy, explique qu'il a fait un album mais il ne veut pas refaire The Beatles et Bob Dylan, on le rassure, il n'est pas du tout au niveau de ces gens-là. Et on a l'impression d'un unanimisme autour de ce groupe d'électropop pour Bobo, qui me semble particulièrement exagéré et exagéré. Bon, vous avez l'air de souffrir de votre solitude. Pas que ça. Non, mais c'est dommage que vous vous sentiez tout seul sur ce coup-là, parce que il y a effectivement une couverture médiatique qui est importante, qui n'est pas non plus disproportionnée. Enfin, ça n'a rien à voir avec le lancement du dernier disque de Daft Punk, par exemple, qui est l'autre duo créatif de la scène française. Il me semble que effectivement, ce disque-là est plus créatif, en l'occurrence, que le dernier disque de Daft Punk. D'accord ? Alors, c'est pas forcément du niveau de Bob Dylan ou des Beatles. Je pense que peu de choses sont au niveau de Bob Dylan ou des Beatles. Personnellement, je me suis plus jeté sur le dernier disque de Leonard Cohen que sur celui-ci cet automne. Et néanmoins, le disque est vraiment très très réussi, quoi. On peut parler de la couverture médiatique, on peut s'irriter comme vous aimez bien le faire, mais en l'occurrence, écoutez bien le disque. Il est réellement très réussi, quoi. Alors, le problème, c'est que la créativité, j'ai l'impression pour vous aussi, c'est le fait de changer une formule qui était très bien, parce que le premier album de The Do était formidable, parce qu'il y avait une diversité instrumentale, il y avait des cordes, il y avait des tambours, il y avait tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, là, ils font un album, ils font comme Radiohead ou U2 à un moment donné, c'est-à-dire ils font de l'électro en se disant on va montrer qu'on sait faire autre chose, il faut pas marcher sur les mêmes plates-bandes qu'on a commencé à... et que du passé faisons table rase, c'est forcément moins bien avant, donc maintenant, on va être dans l'inventivité pour l'inventivité, c'est du symbolisme postmoderne. Donc là, ils font un album qu'ils ont enregistré, je sais pas quoi, dans un château d'eau, par ordinateur, avec des boîtes à rythme et des synthés, ce qui fait que je trouve qu'il y a objectivement, en dehors de la mousse médiatique insupportable, le disque, l'album lui-même me paraît platichon. Olivia Merilati, elle part dans des aigus à la Björk, ce qui n'était pas le cas dans ses premiers albums, où il y avait beaucoup plus de diversité dans sa voix. Il est vrai un peu cristalline, mais quand même assez variée. Ouais. Et puis surtout, on est dans une espèce d'unité générale. Alors, c'est un album qui s'appelle To Shake, Shook, Shaken, merci, ils nous font réviser nos verbes irréguliers d'anglais, mais en l'occurrence, moi j'ai ressenti aucune secousse en l'entendant, j'ai trouvé ça uniforme, univoque. Donc il y a la forme et le fond qui me gênent, et surtout dans l'exagération. C'est-à-dire que si on en est à considérer, il faut rappeler que c'est un groupe français, quoi qu'il chante en anglais. Oui, elle est franco-finlandaise. Si on considère que c'est l'événement, la rentrée en France, ce qui n'est pas faux, évidemment, à côté de Calogero, et c'est plus inventif, ou d'autres, mais ça veut dire la pauvreté aussi de la création française, si on en est là, à considérer que ça, c'est ce qu'il y a de mieux cet automne. Oui, certainement. Non, mais c'est vrai que par rapport à beaucoup d'autres disques, celui-ci s'en sort bien. Mais même au-delà de ça, que vous préfériez le son des guitares et d'une vraie batterie à celui des machines, c'est compréhensible. Hein. Et en même temps, moi celui-là, si vous ne l'avez pas aimé, je vous invite à le réécouter. Parce que, honnêtement, à la première écoute, il y a quelque chose d'un peu déstabilisant avec ces sons de synthé, avec cette réverb qui est un peu accentuée sur la voix. C'est vrai que sa voix cristalline, le contraste entre sa voix cristalline, qui est quand même très agile, et le son des machines a quelque chose de déroutant. Et en même temps, à la deuxième écoute, à la troisième écoute, on perçoit énormément de nuances, énormément de finesse. Ce contraste entre la voix et les machines, finalement, ça se marie très très bien. De la même façon qu'il y a quelque chose d'à la fois très cérébral dans les compositions, dans les arrangements, dans la qualité des harmonies qui ont été conçues par Dan Levy, et quelque chose aussi de très concret, de très physique, de très rythmé, qui fait qu'il y a beaucoup de morceaux qui s'apparentent à des morceaux qu'on
qu'on peut passer en club, sur lesquels on peut danser. Il y a quelques... Justement, on est à la frontière de la musique des années 80, parfois, de la musique de série télé, ringarde. Il y a un petit côté comme ça, quand même. Sur certains refrains, il y a un côté un peu années 80, avec, encore une fois, beaucoup d'effets sur la voix qui sont un peu pénibles à la première écoute. Et c'est vrai que ça, moi, du côté de la production, c'est un peu ce que je regrette sur le disque. Ça n'est pas sans charme, ça a quelque chose d'un peu nostalgique, d'un peu régressif. On sent qu'elle veut aller un peu sur Kate Bush. Ouais, il y a un côté un peu Kate Bush. Ouais. Mais quand même, à l'arrivée, on se rend compte que c'est assez rare finalement d'avoir de la musique électro aussi bien conçue, avec un usage des machines aussi fin, aussi intelligent, et des mélodies qui sont très efficaces, parce qu'elle a des lignes de chant qui sont formidables, avec... Ouais, si, après, vraiment. Non, mais alors, on parle du chant, parlons des paroles. Je parle pas des paroles. Ouais, il faut quand même en parler. L'avantage, c'est comme c'est en anglais, on comprend pas tout. Mais franchement, c'est pseudo-surréaliste. Ça parle je sais pas quoi, de voyage. Il y a plein de chansons qui parlent des murs, moi, j'ai trouvé ça banal en termes de... Voilà, on a l'impression que les paroles sont faites là pour illustrer, mais comme un prétexte, parce qu'ils ont tout mis, effectivement, justement, sur la technique et sur ce contraste dont vous parlez, effectivement, entre la voix et les je crois que c'est ça qui est premier, c'est ça qui fonde le disque. Ouais. C'est ça qui fait que... Et encore une fois, c'est assez rare d'avoir à la fois des bonnes chansons. Je ne parle pas des paroles elles-mêmes. Les bonnes chansons, c'est quand même aussi des bonnes paroles. Mais on s'en fiche, c'est chanté en anglais, c'est pas fait pour être attentif aux paroles. Enfin, c'est pas de la chanson à texte non plus. Mais quand même, il y a des vraies chansons, des vraies compositions, et servies par des machines. Et honnêtement, ça n'a rien à voir avec Bob Dylan et tout ça, mais la comparaison avec Radiohead, que vous avez faite, elle n'était pas stupide. Et je trouve que c'est pas loin de ce niveau-là par moment. Ça rappelle un peu ce que faisait Björk à la fin des années 90, quand elle était très très forte aussi. Et ça, je suis désolé, mais des Français qui font des choses de ce niveau-là, il n'y en a vraiment pas tous les jours. Et il y a quelque chose de très contemporain, et peut-être pas de courageux, comme le dit Libération, avec beaucoup d'emphase, mais en tout cas quelque chose d'assez audacieux et de réellement inventif. D'accord, mais moi je préférais toujours OK Computer de Radiohead que leurs expérimentations électro.